Les années SIDA, Frédéric et Valentine, escapade sur fond de scandale, été et automne 1991. La vie du couple Hacheret s'écoulait paisiblement entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Frédéric et Valentine formaient un couple uni, amoureux comme au premier jour. Les enfants poussaient comme des champignons. Comme chaque année, depuis qu'ils étaient ensemble, ils avaient passé leurs vacances d'hiver à Val d'Isère avec Victoire, Nicolas, Virginie, Rudy et maintenant Philippe. Ils y retrouvaient Pascal et Justine, qui avaient décidé de se marier en juin en Normandie, puisque les parents de la jeune femme y résidaient. L'affaire du sang contaminé avait éclaté le 25 avril 1991 dans l'événement du jeudi avec l'article d'Anne-Marie Casteret. La journaliste, en rendant public le rapport de la réunion secrète du 29 mai 1985 du CNTS, y montrait que le centre avait sciemment distribué entre 1984 et 1985 des poches de sang et des produits dérivés contaminés par le VIH à des patients atteints d'hémophilie, qui recevaient ces traitements plusieurs fois par semaine. Le document avait été rapidement relayé par les grands journaux comme Libération ou Le Canard enchaîné et même par l'émission Le droit de savoir sur TF1. Le 3 juin, Michel Garetta avait démissionné de son poste de directeur du CNTS tout en percevant 3 millions d'indemnités avant d'être inculpé en même temps que Jean-Pierre Alain, un de ses adjoints, le 21 juin, par le juge Sabine Foulon pour infraction à la loi de 1905 sur les fraudes, pour avoir laissé sur le marché des produits corrompus et toxiques. Le docteur Robert Netter, directeur du laboratoire national de la santé, et le professeur Jacques Roux, directeur général de la santé, étaient également inculpés pour non-assistance à personne en danger. L'ampleur du drame du sang contaminé ne fut connue qu'en août 1999, avec la publication d'un rapport du Centre national de transfusion sanguine affirmant qu'un hémophile sur 2 avait été contaminé, soit près de 2000 personnes, dont des enfants. Les retards accumulés entre la fin de 1984 et la fin de 1985 pour les produits chauffés, et entre juin et la fin de l'année 1985 pour les tests de dépistage, représentaient de 20 à 30 personnes transfusées par mois, qu'elles soient hémophiles ou non, sur les 2000. Il était prouvé que 50% des contaminations étaient le fait des actes et des décisions du CNTS seul. Dans les centres de transfusion sanguine de Grenoble et Lyon, qui avaient davantage pris de précautions, le taux de contamination atteignait 15%. Les raisons du CNTS étaient économiques. Il s'agissait d'écouler les 34 millions de francs de stock du pays. Il n'était pas question d'importer du sang et de jeter les produits qui n'avaient pas été chauffés et qui donc n'avaient pas été décontaminés par manque de moyens techniques pour le faire. La France découvrait avec stupeur cette maladie qui sonnait souvent le glas décontaminé, et le scandale allait prendre encore des proportions inattendues. Après le mariage de Pascal et Justine, Frédéric avait emmené femme et enfants dans le sud de l'Italie pour les vacances d'été au début juillet. Ils avaient découvert les Pouilles et son chef-lieu, Bari avec sa vieille ville, aux accents méditerranéens. Ils s'étaient ensuite dirigés vers le nord de la région, s'arrêtant au passage dans le port de pêche de Trani avant de poser leurs valises dans un bel hôtel avec piscine
surplombant la baie de Mattinata, avec ses plages de petits cailloux blancs et ses grottes marines. Ils étaient au pied du massif du Gargano, avec sa grande forêt de feuillus, ses petites criques turquoises et ses villages pleins de charme. Par une belle route en corniche, suspendue entre mer et montagne, ils avaient grimpé jusqu'à Monte Sant'Angelo et suivi les traces de l'archange Saint-Michel dans les ruelles escarpées bordées de maisons blanches, avant de rejoindre une fabrique artisanale où ils apprirent tout sur le caciocavallo, un intrigant fromage du terroir en forme de poire. Puis, ils avaient fait route vers Matera, marquant un arrêt à Castel del Monte, un château fort du XIIIe siècle isolé en pleine campagne. Dans cette petite ville de la région du Basilicate, connue pour ses sassi, un réseau de très anciennes maisons creusées dans le tuf, ils firent étape dans une jolie auberge. Au crépuscule, des centaines de lumières scintillaient dans la cité. Avec cet éclairage tamisé, les églises et les maisons troglodytes semblaient sortir d'un conte de fées. La petite famille était ensuite revenue dans les Pouilles pour découvrir un type d'habitat aussi original que les sassi, les trulli, des maisons rondes à toit conique surmontées d'un petit pinacle en forme de boule, de triangle ou d'étoile. Ils s'étaient installés dans une masseria, une ancienne demeure paysanne du XVIIe siècle, composée en partie de trulli. Ils profitèrent du charme des lieux et de la piscine pour se détendre. De là, ils explorèrent les grottes de Castellana, avec leurs fabuleuses voûtes naturelles serties de stalactites et de stalagmites, ainsi qu'Alberobello, la capitale des Trulli, et le village de Locorotondo, avec ses superbes maisons blanchies à la chaux, dont certaines avaient un toit à 2 pans surprenant pour la région. Pour terminer leur périple, ils avaient mis le cap sur le talon de la botte. Ils ne furent pas déçus par la cité blanche d'Ostuni, aux allures de village grec. Sur leur route, vers l'extrême sud, leur étape incontournable fut celle de Lecce. Là, ils eurent recours à un guide expert en histoire de l'art pour prendre le temps de découvrir ses églises baroques et son amphithéâtre romain, de déambuler sur ses places, de goûter aux délicieux pasticciotti. Ils passèrent aussi une journée à vélo pour explorer la campagne de Lecce entre oliveraies, masserie typiques de la région et jolies églises. Leur route s'était terminée à Otrante, dont les architectures métissées côtoyaient un agréable port de pêche et des ruelles fleuries. Ils prirent leurs aises dans une ancienne demeure nobiliaire, entièrement bâtie de pierre et faisant face à la mer. Sur ce bout de littoral de l'Adriatique, ils se prélassèrent dans de belles criques turquoises, comme celle d'Acquaviva, se baladèrent jusqu'au cap Santa Maria di Leuca et son phare. Ce fut étape par étape qu'ils s'étaient ensuite dirigés vers Livourne, où ils avaient pris un ferry pour la Corse et Bastia. De là, ils avaient réparti leur séjour entre le Cap Corse et la Balagne. Si Frédéric et Valentine avaient pu profiter d'un peu d'intimité pendant les siestes des enfants, ils ressentaient le besoin de se consacrer vraiment l'un à l'autre. Rudy leur en donna l'occasion, juste après leur retour, le 23 juillet, lorsqu'il était venu avec Philippe pour l'anniversaire de Frédéric. Olivier et Sonia étaient également présents, ainsi que la sœur, les parents et les beaux-parents de la star de la soirée. Pendant cette petite fête autour du barbecue, le danseur avait annoncé qu'il allait se rendre à l'Oktoberfest à Munich. Avec Philippe, nous avons pris nos vacances en septembre. Je veux lui faire rencontrer ma tante et mes grands-parents en Bavière. Nous avons décidé de finir en beauté avec la fête de la bière qui commence le 21 septembre. Mes parents viennent avec nous chez mes grands-parents, mais ils repartent le 23. C'est génial, dit Valentine. Je me souviens lorsque nous y sommes allés en 1978. J'étais jeune diplômée, alors j'avais pris mes vacances en septembre.
qu'on avait pu s'amuser. Et puis Munich est une ville géniale. Pourquoi ne viendriez-vous pas nous rejoindre quelques jours? Valentine regarda alors Frédéric. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Il avait deviné que cette escapade lui ferait plaisir, et la rendre heureuse était toujours un de ses objectifs. C'est tentant. En ce qui me concerne, je pense que je peux avoir quelques jours, mais toi? Je crois que je peux facilement dégager une semaine, d'autant que pratiquement personne ne prend de vacances à cette période. Reste à savoir qui va s'occuper des enfants. Les deux grands-mères n'avaient pas loupé une miette de la conversation. Mélanie allait commencer sa dernière année de maternelle. Quant à Julien, il allait avoir 1 an. Véronique et Catherine décidèrent de se partager la garde des 2 enfants, qui passeraient le week-end des 21 et 22 septembre chez Louis et Véronique, et y resteraient jusqu'au mercredi, jour où Catherine viendrait les chercher pour aller à Hermanville, où ils resteraient jusqu'au dimanche suivant, et où leurs parents viendraient les récupérer. Valentine voyait dans ce voyage l'occasion de faire découvrir à Frédéric une ville et une région qu'elle appréciait, mais surtout l'occasion de s'évader rien que tous les deux. Elle lui lança un regard reconnaissant avant de se pencher vers lui. La cérémonie d'ouverture et 2 soirées dans 2 tentes différentes seront largement suffisantes. Le reste du temps, nous pourrons n'être que tous les deux. Je l'espère bien. Crois-moi, Rudy et Philippe, eux aussi, apprécieront n'être que tous les deux, après avoir passé quelques journées en famille. Leur avion pour Munich avait décollé à 9 heures. 1h30 plus tard, ils atterrissaient à l'aéroport Franz Josef Strauss. Un taxi les amena à leur hôtel, proche de l'Englischer Garten, en une demi-heure. Ils eurent juste le temps de déposer leurs valises avant que Valentine emmène Frédéric en métro jusqu'à la station Theresienwiese, où ils rejoignirent Philippe, Rudy et ses parents. Ils s'étaient donné rendez-vous devant le décanat de la faculté de médecine sur l'Ulandstrasse. Ils avaient ensuite rejoint la Theresienwiese, où se terminait le défilé inaugural parti de la Sonnenstrasse. La place était remplie d'attelages ornés aux couleurs des brasseries, transportant les tonneaux, et de chariots dans lesquels se trouvaient les serveurs et serveuses qui allaient être sur le pied de guerre pendant les 2 semaines de la fête. Le défilé était mené par le Münchnerkindl, incarné par une jeune fille déguisée en moine à cheval, et des orchestres animaient le défilé au son de fanfares traditionnelles. À midi pile, le maire de Munich ouvrit le premier tonneau de bière au maillet dans la tente à bière Schottenhamel, selon la tradition, avant de proclamer aux Aptis. Ils déjeunèrent dans un restaurant proche de la Sendlinger Tor. Après le repas, ils rejoignirent en quelques enjambées la Marienplatz, la place principale de Munich, et sans aucun doute son centre névralgique, puisque s'y déroulait la majeure partie de la vie de la capitale de la Bavière. Plusieurs bâtiments s'y distinguaient par leur grande beauté architecturale. Le Neues Rathaus, le Altes Rathaus, le Mariensäule et le Fischbrunnen. Juste à côté se trouvait la Frauenkirche, la cathédrale de Munich, construite au XVe siècle et l'édifice religieux le plus visité de la ville. Valentine se réjouissait de jouer les guides touristiques pour son mari. N'était-ce pas ainsi que leur relation avait commencé? Les tours de la cathédrale dominent le paysage de Munich, expliqua-t-elle. C'est grâce au conseil municipal qui avait décidé que les bâtiments de plus de 100 mètres de haut ne pouvaient être construits pour ne pas la dépasser. Elle lui proposa ensuite de grimper sur la tour de 91 mètres de la Peterskirche, également située à côté de la Marienplatz. Les autres déclinèrent sa proposition. Arrivé en haut, Frédéric ne regretta pas son effort, ne serait-ce que parce qu'il était seul avec sa femme. La vue est magnifique d'ici, constata-t-il. Et c'est encore plus beau coucher du soleil, lui répondit-elle en se blottissant contre lui.
et cette église est considérée comme la plus ancienne église catholique d'Allemagne. Elle regarda sa montre et s'aperçut qu'il était 16h30. « Descendons, j'ai quelque chose à te montrer en bas. » Elle l'entraîna vers la tour de l'hôtel de ville. Les autres les avaient suivis. La tour de l'hôtel de ville recèle un carillon mécanique dont les figures s'animent tous les jours de l'année à 11h et à midi et également à 17h, d'avril à octobre. C'est pour ça que tu m'as fait descendre aussi rapidement. Il ne faut pas rater ça, c'est un incontournable de Munich. Ils attendirent, serrés l'un contre l'autre. Frédéric, comme souvent, s'était placé derrière sa femme, l'enserrant de ses bras. Et en effet, une double ronde de personnages placés dans les baies situées à hauteur de la toiture s'animèrent. Ce carillon d'automate date de 1908. Les personnages racontent 2 épisodes de l'histoire de la ville de Munich au XVIe siècle. La partie supérieure évoque le mariage du prince héritier Guillaume de Bavière avec René de Lorraine en 1568. Elle représente le tournoi organisé pour les festivités de ce mariage qui avait duré 18 jours. On peut d'ailleurs voir la chute d'un des cavaliers. Le mariage fut fécond puisqu'ils eurent 10 enfants. Apparemment, nous avons encore du pain sur la planche pour les rattraper, rétorqua Frédéric en l'embrassant. Je pense qu'avec 2, c'est bien. Éventuellement 3, mais pas plus. Ça me va. Du moment que tu ne me demandes pas d'être abstinent, aucun danger, mon amour. En tout cas, Renée se dévoua tellement pour son peuple qu'elle fut considérée comme une sainte. Quant à Guillaume, son engagement dans la restauration du catholicisme en Bavière lui valut le surnom de Guillaume le Pieux. L'étage inférieur, lui, représente la Schäfflertanz, la danse des tonneliers, une tradition qui remonte à la peste des années 1515-1517. Les tonneliers dansent en brandissant des cerceaux de barils décorés de fleurs pour célébrer la fin de la peste. Le groupe poursuivit son exploration avec l'Odeonsplatz, à 10 minutes de la Marienplatz, un des endroits les plus fréquentés de la ville, qui abritait 2 monuments très importants, la Theatinerkirche, une église baroque du XVIIe siècle, et la Feldherrnhalle, un monument dédié à l'ancienne armée bavaroise. Tout proche se trouvait le jardin Hofgarten, de style Renaissance italienne. Sur l'Odeonsplatz se trouvait aussi l'ancien palais royal, la résidence de la royauté bavaroise pendant plus de 6 siècles. Tous se rendirent ensuite chez les grands-parents de Rudi, qui hébergeaient Marianne et Andreas. Ils y étaient attendus pour l'Abendbrot, un repas froid avec différents pains, de la charcuterie, du fromage, des confitures, des salades ou des gros cornichons, au cours duquel chacun se servait comme il voulait. Les Bruckner habitaient le quartier de Heidhausen, une ancienne banlieue ouvrière, devenue un quartier résidentiel, dont les ruelles bordées de petits magasins et de cours intérieures vertes le faisaient presque ressembler à un village niché au cœur de la ville. Pendant le repas, les échanges fusèrent. Et si chacun s'efforçait de ne pas parler trop vite, Valentine dut souvent traduire pour Frédéric quand elle le voyait un peu perdu. Les grands-parents de Rudi étaient ravis de revoir Valentine, qu'ils avaient rencontrée plus de 10 ans auparavant. Ils avaient pensé à l'époque que sa relation avec Rudi finirait par un mariage. Ce dernier ne leur avait alors pas encore avoué son homosexualité, une nouvelle qui avait été accueillie avec beaucoup de difficultés. L'Abendbrot se termina relativement tôt et les 2 amoureux purent rentrer avant 22h. Ils avaient rendez-vous le lendemain à 9h30 à proximité de la München-Isartor. Le trajet au transport en commun jusqu'à leur hôtel ne durait pas plus d'1 quart d'heure. Rudi et Philippe résidaient dans le même établissement qu'eux pendant leur séjour à Munich, après avoir passé une semaine chez la sœur d'Andreas, non loin de Lintersee, à Ramsau bei Berchtesgaden. Leur chambre était voisine de celle du couple.
Le trajet fut pour eux l'occasion de poursuivre une discussion ébauchée pendant le repas à propos de Valentine et Rudy. Frédéric avait cru percevoir des regrets chez les grands-parents de Rudy lorsqu'ils avaient revu Valentine. « Tes parents semblent beaucoup apprécier Valentine, dit-il à Rudy. Apprécier est un euphémisme. Lorsque je suis venu en 1978 avec elle, ils croyaient dur comme fer que nous allions nous fiancer et nous marier. Ils étaient tombés sous son charme. Nous n'avons démenti ni l'un ni l'autre à l'époque. Ils ignoraient que j'étais homo et je ne me sentais pas prêt à leur dire. Seuls mes parents et Valentine savaient. Je n'ai aucun mal à imaginer la difficulté de l'annoncer à des personnes de cette génération. Je ne suis même pas sûre que mes parents auraient accepté. Ça n'avait pas été facile de le dire à mes parents, mais finalement, ils ont été plutôt compréhensifs. Ils étaient plus inquiets de la réaction des autres à mon égard, et la seule chose qui les chagrinait vraiment, c'était qu'ils n'auraient pas de petits-enfants. En revanche, mes grands-parents ont refusé de me voir pendant un moment. Et mes parents en ont pris pour leur grade. Selon mon grand-père, ils n'avaient pas su m'élever correctement. « Et comment ça s'est passé quand tu leur as présenté Philippe ?» demanda Valentine. Bizarrement, ils l'ont plutôt bien accueilli, mais nous nous abstenons de tout geste d'affection devant eux. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons préféré loger à l'hôtel. Rudy précisa aussi qu'il n'avait pas évoqué la séropositivité de Philippe. En Allemagne, comme en France, la discrimination envers les personnes atteintes par le virus était très présente. Le couple, malgré la journée du samedi bien remplie, avait mis à profit l'intimité retrouvée dans leur chambre d'hôtel, mais s'était endormi aussitôt leur premier câlin. Réveillé dès 7 heures du matin, Frédéric n'avait pu résister à l'envie de caresser Valentine. Il savait qu'il n'avait qu'à l'effleurer pour qu'elle réagisse. Le moindre contact entre leurs peaux nues les électrisait tous les deux. Et sans les enfants à proximité, ils n'avaient pas besoin de retenir leurs gémissements de plaisir. Ils ne s'interrompirent qu'une heure plus tard pour prendre leur petit déjeuner avant de se rendre au point de rendez-vous qui était à un quart d'heure à pied de leur hôtel. De l'endroit où ils retrouvèrent Rudy, Philippe, Andreas et Marianne, ils assistèrent au Trachten- und Schützenzug. Cet événement regroupait plus de 9000 participants, habillés avec les costumes traditionnels de leur région, qui défilaient du Maximiliansbrücke à la Theresienwiese. Le cortège était, comme la veille, mené par le Münsterkindl, personnifiant le symbole de la ville, et comprenait un mélange de fanfares, de groupes de tireurs costumés, ainsi que les chariots des taverniers, les attelages des brasseries et les orchestres des tentes à bière. Il parcourait un peu plus de 5 kilomètres et entrait dans l'Oktoberfest à l'Esperantoplatz, où les groupes participants se séparaient de leurs chevaux pour pouvoir aller chercher leur table dans les tentes comme le reste des visiteurs. Mais les Franco-Allemands avaient choisi de n'aller dans une des tentes que le lendemain et avaient déjà fait leur réservation. Il y avait vraiment trop de monde le dimanche. Andreas emmena le groupe déjeuner dans la brasserie Hofbräuhaus am Platzel. Cette brasserie est très ancienne, confia Valentine à Frédéric. Elle date du XVIe siècle et elle appartient au gouvernement de l'État de Bavière. Ah oui, c'est étrange, mais ce n'est pas dans cette brasserie qu'Hitler a fait ses premiers discours? Exact, professeur. Elle a servi de refuge au Parti national-socialiste. C'est là qu'Hitler a fait son premier meeting, le 24 février 1920, et qu'il a fait adopter le programme en 25 points du futur parti nazi. Mais tout ça fait partie du passé. Elle est avant tout une taverne traditionnelle, avec une ambiance conviviale et festive, et on peut y déguster d'excellentes bières et de bonnes saucisses allemandes, dit-elle en riant. Attention, le lieu est très bruyant en période de fête, et nous sommes en plein dedans. Ce fut effectivement très bruyant, mais Valentine avait prévu quelque chose de plus calme pour eux deux, pour l'après-midi. Ils retrouveraient Rudy et Philippe seulement au restaurant de leur hôtel le soir. En effet, elle l'emmena visiter l'Olympiapark, construit pour les Jeux olympiques de 1972. Ils se retrouvèrent au calme dans la verdure.
Mais Valentine voulait surtout montrer autre chose à son mari. C'est une vraie carte postale. Chaque fois que je pense à Munich, c'est cette vue que je vois. À cause de la montagne tout autour, j'imagine, dit-il en l'attirant à lui. Mhm. Et c'est encore plus beau de l'endroit où je me trouve tout de suite. Dans tes bras. Ils revinrent ensuite en ville pour voir un monument lié à la royauté bavaroise, Siegestor, un arc de triomphe ressemblant à celui de nombreuses autres villes, comme la porte de Brandebourg à Berlin. Construit au XIXe siècle, il avait été commandé par Louis Ier de Bavière et commémorait la victoire de l'armée bavaroise sur les troupes de Napoléon. Tout près du Siegestor, ils admirèrent de l'extérieur l'Alte Pinakothek et la Neue Pinakothek, deux bâtiments majestueux à l'architecture contrastée, chacun ayant sa propre beauté. Valentine avait tout fait pour qu'ils soient rentrés tôt à l'hôtel et profité d'un peu d'intimité avant de retrouver Rudy et Philippe pour le dîner. Ils commencèrent leur troisième journée à la périphérie de la ville de Munich, au château de Nymphenburg, la résidence d'été des rois de Bavière jusqu'en 1918, située à 7 km du centre-ville. L'intérieur avait conservé la décoration d'époque, avec ses belles fresques, sa collection de portraits, sa sublime salle de bal de style rococo et de nombreuses salles qui semblaient encore habitées. Mais ce qui séduisit le plus Frédéric, ce fut le magnifique jardin de style anglais, dans lequel plusieurs bâtiments valaient le détour, comme le petit palais indépendant d'Amalienburg et ses salles à la décoration spectaculaire, ou Badenburg et ses bains majestueux. Après leur visite, ils rejoignirent le centre-ville pour manger un morceau au Viktualenmarkt, puis ils retournèrent se détendre dans l'Englischer Garten tout l'après-midi. Ils descendirent à l'arrêt Chinesischer Turm, car Valentine voulait entraîner Frédéric dans la partie sud de l'immense jardin, beaucoup plus calme. Il avait bien compris le nom de l'arrêt de bus, mais fut néanmoins surpris par la tour chinoise, copiée sur la grande pagode des jardins de Kew à Londres. Près de la tour, il y avait un carrousel populaire pour enfants, dans le style de l'époque Biedermeier, avec des calèches, des traîneaux et des animaux sculptés dans le bois qui tournaient au son d'un orgue à rouleau. Ils avaient traversé l'Entenfolierbach pour se rendre au Monopteros, un temple rond construit sur une colline toute proche et qui leur offrit une jolie vue sur Munich. Ils étaient ensuite revenus sur leurs pas et se baladèrent au bord de l'Obertsjägermeisterbach, puis du Kleinhesseloer See jusqu'à la maison du lac. Le sentier idyllique autour du lac était bordé de bancs qui invitaient à la flânerie et offrait une belle vue sur la surface sombre et réfléchissante du lac et sur la verdure du jardin anglais. À côté de la Seehaus, ils louèrent une barque pour un tour romantique. Au milieu du lac, Frédéric lâcha les rames pour s'allonger auprès de Valentine. Ils s'étourdirent tous les deux de baisers et de caresses, mais ce petit jeu aiguillonna leur désir, et le professeur Hacheret se dépêcha de reprendre les rames pour les ramener à terre et rejoindre Hirschau, la partie nord du jardin, afin de rentrer à l'hôtel. Vers 17 heures, ils étaient dans leur chambre, pressés de poursuivre ce qu'ils avaient si bien commencé dans la barque. Cependant, ils ne purent s'y éterniser autant qu'ils l'auraient voulu. Ils avaient rendez-vous à la réception de l'hôtel à 18h30 avec Philippe, Rudy et ses parents. Frédéric venait de sortir de la douche, ne portant qu'une serviette autour de ses hanches. Il attrapa Valentine pour l'embrasser. « À toi, chérie, la place est libre. »« Merci, mon amour. Pour info, ce soir, nous allons dans une tente de l'Oktoberfest, la Fetzel-Tradition, la plus grande tente de Loïde-Wiesen. Et qui dit tradition, dit tenue traditionnelle bavaroise. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Quand tu parles de la tenue traditionnelle, tu veux dire le bermuda en peau, les bretelles et tout le tintouin? Ça peut effectivement être ça, mais je ne sais pas pourquoi, je ne crois pas que tu sois prêt. Bien vu, Madame Hacheret, je sens qu'il va y avoir un mais. Seulement si tu es d'accord.
Ce que je te propose de porter avec ton jean, c'est juste cette chemise, dit-elle en sortant une chemise à carreaux rouge et blanche. Mouais. Ok, pour la chemise à carreaux. Et ce magnifique Trachtenhut, dit-elle avec ce sourire auquel il était incapable de résister. Elle dévoila alors le fameux chapeau en feutre avec des plumes de faisan. Juste pour être un peu dans le ton. Rudy sera en tenue traditionnelle, mais je pense que Philippe y est aussi réticent que toi. Je te laisse décider par toi-même. Quoi que tu mettes, je t'aime. Encore heureux? Avant qu'il l'attrape de nouveau, elle se faufila vers la salle de bain, prenant au passage une housse contenant la tenue qu'elle avait prévu de porter. Lorsqu'elle ressortit un bon quart d'heure après, elle constata avec un sourire qu'il avait mis la chemise et qu'il était en train d'essayer le chapeau. « Tu es superbe, mon amour. » Il se retourna et resta bouche bée. Il lui fallut quelques secondes avant de pouvoir dire quelque chose. « Et toi, tu es époustouflante. » Valentine avait revêtu un dirndl traditionnel, bordeaux avec de fines fleurs vert pâle, sur une blouse blanche à mancherons et au décolleté bordé de dentelle, en forme de cœur, comme le dirndl, ce qui faisait pigeonner ses seins. La jupe descendait jusqu'aux genoux et la tenue était complétée par un tablier vert pistache, reprenant la couleur des fleurs de la robe. Elle avait attaché le nœud du tablier du côté droit pour indiquer qu'elle était prise. Autour de son cou, elle portait le pendentif en argent en forme d'Edelweiss que lui avait offert Frédéric en 1985, sur un ruban de même couleur que sa robe, et ses oreilles étaient ornées d'Edelweiss également en argent, avec de petits cristaux. Elle était échaussée de ballerines bordeaux. Elle avait tressé ses cheveux d'un côté et parsemé sa tresse de petites pinces fleurs. Elle le regardait, les yeux pétillants de malice. Elle avait en effet remarqué l'effet qu'elle lui faisait. « Tss, ne me regarde pas comme ça, je sais ce que tu veux. »« Et comment je te regarde ? Et qu'est-ce que je veux, à ton avis ?» dit-il en s'approchant pour l'enlacer. « La même chose que moi, mais nous n'avons plus le temps. »« Tu crois ?»« Il nous reste un quart d'heure, précisa-t-il en la renversant sur le lit. Ton décolleté pigeonnant me rend complètement dingue. » À 18h30 précise, ils arrivèrent tous les deux, un peu essoufflés, à la réception. « On dirait qu'il y a eu une urgence, émit Rudy moqueur. »« Pourquoi dis-tu ça ?» lui demanda Valentine. « Tes yeux sont bien trop brillants, Chatsi. Tu oublies que nous sommes dans la chambre voisine. Difficile de ne pas entendre vos gémissements quand vous vous envoyez en l'air, ajouta-t-il plus bas. Puis il se tourna vers Frédéric. « Et toi, tu as boutonné lundi avec mardi, murmura-t-il en pointant un doigt vers la chemise à carreaux. En tout cas, tu es raccord avec Philippe. » Et en effet, Philippe avait lui aussi opté pour le jean et une chemise à carreaux, mais bleu et blanc. Cependant, vous ne trouvez pas qu'en lederhose, avec les bretelles, sur ma superbe chemise bleu ciel, mes chaussettes en laine et mes chaussures bavaroises lacées sur le côté, je suis bien plus sexy que vous deux, n'est-ce pas, Vali ? C'est évident, dit-elle moqueuse en opinant du chef. Si nous y allions. Il était près de 19h quand ils arrivèrent sur place. Le quatuor, composé de 3 hommes, dont Frédéric n'était pas le moins séduisant, et d'une sublime jeune femme blonde, ne passa pas inaperçu. La Festzell-Tradition était peut-être un peu moins colorée que le reste de la Wiesn, mais d'autant plus confortable. Cette tente était adaptée aux familles et, comme son nom l'indiquait, traditionnelle. Des délices culinaires y étaient servis, tels que le schnitzel, le rôti de porc, le Bavesen aux prunes, une sorte de pain perdu, ou les Rohrnudeln, des boulettes de levure cuites au four avec une croûte de miel et une crème pâtissière, ou encore du spritzer aux pommes, au goût délicieux. Le Steckelfisch, du poisson grillé sur un bâton, y était fumé, comme au bon vieux temps, sur un feu de surface, et les saucisses étaient grillées sur du charbon de bois. Dans cette tente, la bière Augustiner provenant de fûts en bois était servie dans des chopes fraîches en pierre gris clair avec différentes décorations bleues. De talentueux groupes folkloriques dansaient sur une musique de cuivre chaleureuse. Ils n'y étaient pas les seuls, les clients se joignaient à eux. Valentine et les 3 jeunes hommes en profitèrent.
Les enfants y étaient également les bienvenus. Il y avait même une fontaine à limonade pour eux. Et comme la piste de danse surélevée était installée au milieu de la tente, les parents avaient une bonne vue sur les plus petits et sur les impressionnantes performances des chouplatleurs et des whipcrackers lorsqu'ils exécutaient leur art de la danse et du fouet. Quand ils sortirent de la tente vers 22 heures, ils firent un tour sur la fête, car l'Oktoberfest était aussi une fête foraine, avec des lieux de restauration en dehors des tentes, où étaient servis des bretzels géants au milieu d'autres spécialités allemandes, ainsi que plus de 200 attractions. Les plus connus étaient sans doute les manèges historiques, tels la Grande Roue d'une hauteur de 50 mètres, permettant d'embrasser du regard l'ensemble de la Wiesn, l'Hexenschaukel, ou littéralement la balançoire de la sorcière, le Wellenflug, ou encore la crinoline, un carrousel très populaire inspiré par la structure des robes à crinoline. Il y avait aussi la Teufelsrad, ou roue du diable, une grande roue en bois posée à l'horizontale sur laquelle le visiteur s'asseyait et qui tournait de plus en plus vite. La Schichtel, avec ses curiosités et ses spectacles de magie. Le Pitz Todeswand, une attraction où des motos roulaient sur les murs d'une enceinte cylindrique, ou encore l'Olympia Looping, un parcours transportable de montagnes russes. Frédéric et Valentine s'offrirent un tour dans la célèbre grande roue. Ils n'étaient pas seuls dans leur nacelle, mais la présence d'inconnus ne les gêna pas, et ils s'embrassèrent langoureusement la majeure partie du temps. Ils étaient rentrés un peu avant minuit. Le lendemain, ils allaient partir découvrir d'autres coins de Bavière. Ils ne reviendraient à Munich que le dernier jour. Valentine avait réservé une voiture pour le reste de leur séjour. Partis de Munich vers 9 heures, ils s'étaient dirigés vers le sud. Le lac de Starnberg se trouvait sur leur route. La jeune femme expliqua à son mari que cette zone résidentielle huppée regorgeait de villas luxueuses et de châteaux disséminés dans les villages bordant le lac. « Tu sais comment on appelle le lac de Starnberg ici ? » ?»« Non, chérie, tu vas me le dire. »« C'est la baignoire de Munich, car les habitants viennent s'y détendre, se baigner, faire de la voile ou de l'aviron. Tiens, regarde le château là-bas sur l'autre rive. C'est le château de Berg, où a été enfermé Louis II la veille de sa mort. Noyé dans le lac, ça je m'en rappelle, grâce au film de Visconti avec Helmut Berger. Nous allons passer aussi à côté du château de Possenhofen. Le château de Sissi. Tu vois, je connais mes classiques. Oui, mais de la route, tu ne verras pas grand-chose. Du moment que je te vois toi. Avant de se rendre à leur destination finale, ils firent une halte à Oberammergau pour son architecture bavaroise typique, avec ses façades peintes de splendides fresques représentant souvent des scènes de la vie quotidienne ou des contes célèbres comme le Petit Chaperon rouge ou Hansel et Gretel. Ce petit village alpin était notamment célèbre pour sa représentation de la Passion du Christ, mais aussi sa tradition de sculpture sur bois. Valentine, qui tenait la main de Frédéric, l'entraîna vers une boutique de décoration de Noël. Ce n'est pas un peu tôt pour penser aux décorations de Noël ? Pas ici. Et cette boutique est incontournable. Tu verras, si nous allons un de ces jours à Strasbourg voir mon parrain et Caro, je t'emmènerai à Reykjavik, qui déjà est une magnifique cité médiévale, mais il y a aussi la même boutique. Eh bien, ça promet, dit-il en riant. Il eut beau rire, comme tous les visiteurs de la boutique, il se laissa emporter par la féerie de Noël. Tout comme il avait aimé l'environnement paisible de cette petite ville au pied de la montagne Koffel, proche de la station de Garmisch-Partenkirchen. Ils reprirent la route après le déjeuner pour aller visiter le château de Linderhof, un des châteaux de Louis II, avec la chambre à coucher du roi, copiée sur celle de Louis XIV, sa salle à manger équipée d'une plateforme sur laquelle était posée la table, afin que le roi n'ait pas à croiser les serviteurs, mais surtout avec son parc dans un vallon dont les pentes avaient permis l'installation de bassins, cascades et jardins en terrasse. L'endroit le plus emblématique était certainement la grotte de Vénus, entièrement artificielle, aménagée pour recréer l'ambiance d'un épisode de Tannhäuser, où le roi, sur sa barque,
rêvaient à des mondes imaginaires en écoutant de la musique de Wagner, jouée par un orchestre dissimulé derrière des rochers. Vers 18 heures, ils arrivèrent à leur point de chute, au bord du Weißensee, proche de la ville de Füssen et de la frontière autrichienne. Leur chambre d'hôtel avait une magnifique vue sur le lac et les montagnes. « Ça fait du bien de se retrouver au calme et rien que nous deux, » dit Frédéric en se laissant tomber sur le lit. « Oui, et pour 4 jours, » ajouta Valentine, qui se laissa tomber juste à côté de lui. « Et à part la visite du château de Neuschwanstein, qui est réservée pour demain en fin de matinée, le reste du temps, nous faisons ce que nous voulons. »« J'espère que le château n'est pas trop loin. 13 ou 14 kilomètres, pas plus. »« Génial. En fait, tu vas avoir 2 châteaux pour le prix d'un, puisque le billet permet de visiter le château de Hohenschwangau et celui de Neuschwanstein. Hein ? Rassure-toi, les visites ne durent pas longtemps et tu vas pouvoir te dégourdir les jambes, puisqu'entre le premier et le second, tu as une petite demi-heure de grimpette dont une partie longe l'Alpsee. Frédéric fit une grimace qui la fit sourire. Mais sans crier gare, il la saisit par la taille et la fit basculer au-dessus de lui. Quand tu as dit « le reste du temps nous faisons ce que nous voulons », est-ce que ça peut être ce que je veux, moi ? Aucun problème. Jeudi et vendredi, c'est toi qui choisis. Ok, alors, toi. Quoi, moi ? Mon programme, pendant 2 jours, c'est toi. Chiche. Mais pour l'instant, à la douche, dîner, et après... Tu verras. Le château de Hohenschwangau était le plus vieux des 2 châteaux. Datant du XIIe siècle, il avait été racheté par le père de Louis II, et les ruines féodales avaient été transformées en un magnifique château de style néogothique. Surnommé le château romantique, son intérieur était sublime, avec des fresques murales sur tous les murs, relatant son histoire et les batailles qui y avaient eu lieu, et avec un mobilier de style Biedermeier. Quant à la montée au château de Neuschwanstein, finalement, Frédéric avait souhaité y monter en calèche, ne serait-ce que pour embrasser sa femme tout au long du trajet. Pendant la visite guidée, ils purent en découvrir les salles les plus impressionnantes, le hall d'entrée et ses 2 nefs, la chambre du roi magnifiquement sculptée dans le style néogothique, le grand salon, la salle du trône, le cabinet de travail, la salle à manger, ou encore les cuisines qui intégraient déjà la technologie moderne à l'atmosphère du Moyen-Âge. Les tableaux décorant les pièces s'inspiraient des opéras de Richard Wagner, et les peintures murales du château racontaient des scènes d'amour, de pénitence ou des combats entre chevaliers. Pour avoir une meilleure vue de ce château qui avait inspiré Walt Disney pour La Belle au bois dormant, Valentine entraîna son mari jusqu'au Marienbrücke. Ce pont en fer emblématique qui enjambait les gorges du Pelat leur offrit une vue spectaculaire sur le château. Ils l'avaient atteint par le chemin forestier qu'ils prirent également au retour. Ils admirèrent encore la vue sur le château qui apparaissait derrière un virage. Ils firent de nouveau un petit arrêt sur une plateforme d'observation, d'où ils purent lever les yeux vers le château, jeter un coup d'œil vers les gorges et, dans l'autre sens, vers le Forgensee. Ils ne redescendirent pas vers Schwangau, mais se dirigèrent vers le Pelatweg, puis le Gipsmühlweg, afin de rejoindre le téléphérique qui allait les mener au sommet du mont Tegelberg. De là-haut, à 1730 mètres d'altitude, la vue était tout simplement exceptionnelle sur la plaine et les lacs et sur les montagnes. Après avoir lézardé un peu au soleil et bu un verre avec une part d'Apfelstrudel, ils redescendirent par un chemin de randonnée, d'où ils profitèrent encore de jolis points de vue sur toute la Bavière. Ils arrivèrent à Schwanseestrasse, à proximité de laquelle ils avaient laissé la voiture. Ils avaient passé la journée en grande partie en forêt et en montagne et étaient rentrés tôt à l'hôtel, suffisamment pour profiter de la piscine avant le dîner. Comme la veille, ils avaient toute la soirée et toute la nuit devant eux. Dès qu'ils furent dans leur chambre, Frédéric en serra la taille de sa femme. Finalement, cette journée château était plutôt agréable, surtout parce que nous avons pu faire un peu de randonnée.
Et donc, demain demanda Valentine. Grasse matinée, câlin, circuit pédestre autour du lac, déjeuner, recâlin et petite virée sur le Fort Gensé, piscine, dîner et recâlin. Alors, approuvé. Tant mieux, car je suis conscient que je me suis fait avoir, car vendredi nous devons retourner à Munich. Je suis désolée, mon amour. C'est vrai que je t'ai un peu forcé la main pour te montrer la Bavière, et au final tu ne choisis ton programme qu'une journée en réalité. Mais je te promets de... Elle s'interrompit, s'apercevant qu'il la regardait avec une lueur espiègle dans le regard, et son petit sourire en coin, qui l'avait tant séduite dès le premier jour. « Tu te moques de moi, là ?»« Je n'oserais pas, » répondit-il en déposant un baiser sur le bout de son nez et en resserrant son étreinte. « Tu disais donc, tu promettais de faire autant de câlins que tu veux. Mais ce n'est pas une promesse difficile à tenir. J'en ai autant envie que toi, s'exclama-t-elle en jetant ses bras autour de son cou. Je t'aime, Frédéric Acheret, plus que jamais. Elle l'obligea à reculer jusqu'au lit et l'y poussa. Le programme de Frédéric fut suivi point par point. Le circuit autour du lac Weißensee et ses eaux cristallines s'avéra idyllique. Il offrait une vue panoramique sur les Alpes. Des bancs et le jardin de repos autour de l'église de pèlerinage Walburg invitaient à faire une pause et à profiter du paysage. Le grand aller-retour sur le lac Forgensee les emmena jusqu'au barrage, qui se trouvait sur la rive nord. Plus le bateau s'était éloigné de la rive sud, plus la vue panoramique sur les imposantes montagnes des Alpes d'Ammergau, de Lechtal et de Tannheim, les châteaux royaux de Neuschwanstein et de Hohenschwangau et la silhouette de la ville de Füssen était magnifique. Le temps passait trop vite. Le vendredi, ils partirent en fin de matinée pour Greinau et le lac Halbsee, au pied du Zugspitze, le plus haut sommet d'Allemagne. Pour s'y rendre, ils avaient fait une petite incursion en Autriche, traversant une petite partie du Tyrol avec des décors magnifiques. Leibsee, aux couleurs d'émeraude, et ses 8 îles étaient nichées au creux d'un panorama somptueux qui se reflétait dans ses eaux scintillantes. Ils avaient alterné entre passages dans la forêt et chemins près du lac. Ils se reposèrent au Biergarten Halbsee-Alm, profitant de la terrasse et de la vue magnifique sur le Zugspitze. Ce site est vraiment splendide, et ce lac a la couleur de tes yeux, ma chérie, murmura Frédéric à l'oreille de Valentine. Un vrai paradis. Tu as raison, et nous allons quitter cet endroit de rêve, tout ce calme et cette beauté pour le bruit de la ville. Mais je sais que dès ce soir, je serai de nouveau au paradis, dans tes bras. Le couple prit en effet la route vers Munich, où ils restituèrent la voiture de location et retrouvèrent l'hôtel qu'ils avaient quitté le mardi pour une dernière soirée avec Rudy et Philippe et une dernière nuit. Le groupe quitta l'hôtel vers 18h30 pour se rendre une dernière fois à l'Oktoberfest. Ce soir, ils allaient dans la Hofbräu-Festzelt, la plus grande tente de la fête, dont la décoration était dominée par 600 kilos de houblon suspendus au toit. Y figurait aussi un ange au visage rouge en lévitation, Aloysius, le protagoniste de la satire de Ludwig Thoma, Ein Münchner im Himmel, envoyé pour transmettre une inspiration divine au gouvernement bavarois, mais qui finalement s'enlisait à la Hofbräuhaus, où il siégeait chaque année. Contrairement à la Hofbräuhaus am Platz, qu'elle représente sur l'Oktoberfest, la tente Hofbräu offrait une atmosphère beaucoup moins traditionnelle, et plutôt plus brillante, entre autres en raison de ses invités internationaux, surtout anglo-saxons. Seule sa façade rappelait la Hofbräuhaus d'origine. L'ambiance était aussi très différente de la Fetzel-Tradition, où ils avaient dîné le lundi. Les 4 amis y firent une entrée remarquée, mais les 3 hommes ne s'y trompèrent pas. C'était surtout Valentine qui attirait les regards. « Tu sais que tu es vraiment ravissante en tenue traditionnelle, avec ton décolleté pigeonnant, » murmura Frédéric à l'oreille de sa femme. « Et même si le ruban de ton tablier indique que tu es à moi, je ne suis pas sûre que tous ces mecs connaissent le code. » « Seriez-vous jaloux, professeur Acheret ?»« J'avoue, » lui répondit-il en déposant un baiser sur ses lèvres. « Moi aussi. »
Et là, je vois un certain nombre de demoiselles, dont le ruban indique qu'elles sont célibataires, qui te regardent avec un peu trop d'insistance. Et rien n'indique que toi, tu es déjà pris. Rudy avait réservé leur place sur une des tables de 10. Chacun choisit son plat selon ses préférences. Le Wieshandel, ou poulet grillé, pour 3 d'entre eux, et le Schweinhaxe, ou jarret de porc, pour le 4e, avec de la bière Hofbräu München. Ils chantèrent beaucoup la chanson à boire emblématique de la fête de la bière, que l'orchestre entamait environ tous les quarts d'heure. Tout le monde chantait, se levait pour trinquer, les chopes s'entrechoquaient et les sourires apparaissaient. À la fin de la soirée, même Frédéric, qui se débrouillait, et Philippe, qui ne parlait pas du tout allemand, connaissaient la chanson par cœur, avec en prime le décompte. Eins, zwei, drei, Xufa. Frédéric et Philippe assistèrent éberlués au traditionnel jeté de soutien-gorge et autres objets sur l'ange Aloysius sous le regard amusé de Valentine et Rudy, sans oublier la compétition du lever de chope. Le spectacle des serveuses qui portaient parfois jusqu'à 16 chopes en même temps les surprit tout autant. Ils repartirent tous les 4, bras dessus, bras dessous, légèrement pompettes, avant 23 heures. Heureusement, leur avion n'était qu'à midi le lendemain, et Frédéric et Valentine pourraient encore profiter de leur intimité avant d'aller récupérer leurs enfants le dimanche après-midi. Peu de temps après leur retour de Bavière, le scandale du sang contaminé avait pris encore plus d'ampleur. Le 27 octobre 1991, dans Dimanche 19h El Kabash sur la 5, Michel Garetta avait reconnu des erreurs face à l'animateur de l'émission, évoquant une responsabilité collective. S'il se reconnaissait une responsabilité, il n'acceptait pas la conspiration du silence qui pesait sur l'affaire. Il avait précisé dans une autre déclaration, quelques jours après l'émission, qu'au vu des recherches en 1985, personne ne pouvait prendre une décision pour le chauffage et le dépistage. Il y avait pourtant eu des avertissements, comme les alertes répétées de la firme Travenol Highland en 1983, les recommandations du CDC d'Atlanta et de la Fédération nationale américaine de l'hémophilie d'octobre, celles des sommets internationaux de la transfusion sanguine de juillet 1984 à Munich et de novembre à Tokyo, ainsi que celles pratiquées à l'échelle locale par les centres de transfusion sanguine, notamment celui de Lille. La presse française dans son ensemble allait enquêter et confirmer les découvertes. Le scandale médical prit alors une tournure financière et politique en raison des révélations sur l'état de la holding Espace Vie qui dirigeait le CNTS et sur les retards de l'administration dans l'adoption des mesures sanitaires nécessaires. En effet, en parallèle, le Canard enchaîné avait révélé que les membres de la holding Espace Vie et le directeur du CNTS s'étaient attribué un intéressement sur le résultat d'exploitation de 0,3 à 0,06% avec un plafond de 200 000 francs et 400 000 francs pour Michel Garetta. Le journal avait aussi mis en lumière le désastre financier de la fondation CNTS avec un déficit pour la seule année 1990 de 78 millions de francs et des dettes s'élevant à 200 millions de francs. Le quotidien faisait état des salaires des membres de la direction de 500 à 800 000 francs annuels, avec des frais de fonctionnement des dirigeants s'élevant à 38 millions de francs en 6 mois, c'est-à-dire extrêmement élevés. Toutes ces révélations avaient été confirmées par un audit diligenté par la DGS. En parallèle, les autorités de tutelle n'avaient effectué aucun contrôle sur les choix financiers et la politique sanitaire menée par les dirigeants du CNTS. Un scandale politique était venu se greffer alors sur la dimension médicale et financière de l'affaire. Le rapport de Michel Lucas, inspecteur général aux affaires sociales, sollicité par l'inspection générale de l'administration de la santé en juin et publié en septembre 1991, était venu confirmer les révélations précédentes, telles la primauté des considérations économiques sur les considérations de protection sanitaire, établissant que le danger de la contamination par les produits sanguins était connu fin 1984. Il relatait aussi les blocages sur l'homologation du test de la firme américaine Abbott, qui aurait pu être validé dès avril 1985
afin de permettre à l'Institut Pasteur de proposer une solution concurrentielle pour le marché national. De même, il démontrait le manque de coordination et de synchronisation entre la haute administration, les responsables scientifiques et les politiques pour certaines décisions. Les informations successives de la presse faisaient beaucoup parler dans l'unité des maladies infectieuses au moment des pauses. Franchement, nos ministres de la Santé successifs ont vraiment merdé depuis 1983. Entre Hervé qui a refusé de généraliser les tests et Duffoy qui a refusé de prendre le coût des tests par la Sécu, ce n'est pas brillant, avait émis un des internes. J'imagine que prendre les décisions à ce niveau ne doit pas être évident, émit Valentine. Les ministres s'appuient sur leurs conseillers et les experts médicaux. Ils ne sont pas les seuls responsables. C'est toi qui dis ça, Val ? Dit le chef de clinique. Je t'ai connu plus énervé sur des sujets pareils. Je suis plus énervé par les dirigeants du CNTS qui savaient et n'ont rien empêché. En ce qui concerne Hervé et les tests, c'est vrai qu'à l'époque, les experts médicaux français étaient loin d'être certains de quoi que ce soit. Quant à Duffoy, elle n'était pas la seule à décider de la prise en charge du coût des tests. Le ministre de l'économie, des finances et du budget n'était pas d'accord pour dépenser 200 millions de francs dans une période de restriction des dépenses publiques, et lui, on ne le critique pas. Pourtant, les stocks de sang contaminés écoulés ont, eux, bel et bien été remboursés par l'assurance maladie, jusqu'au 1er octobre 1985, précisa le chef de clinique. Valentine soupira à cette évocation. Oui, c'est vrai, on peut aussi ajouter la continuité des collectes de sang en prison, reprochée à Edmond Hervé, malgré les recommandations de la DGS, et ce qui est plus grave, c'est qu'elles sont illégales. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui m'horripile, c'est que face à l'épidémie du VIH, des produits sanguins sûrs étaient disponibles et que les responsables médicaux français ne les ont produits et importés que beaucoup plus tard, malgré toutes les enquêtes, les études sanitaires, les recommandations scientifiques internationales et les alertes des firmes étrangères et des personnels de terrain, ici en France. Tout cela dépassait les soignants, tout comme l'ensemble des Français. L'État allait finalement être reconnu responsable par le tribunal administratif le 20 décembre 1991 pour ne pas avoir autoritairement et sans délai mis fin à la distribution des produits confinés, alors que la catastrophe sanitaire annoncée le nécessitait. L'État était condamné au versement de 2 millions de francs à un hémophile pour ne pas avoir interdit, entre le 12 mars et le 19 octobre 1985, la distribution de produits sanguins considérés comme contaminés. Le 31 décembre 1991, le Parlement avait voté une loi dédommageant les victimes du risque transfusionnel et qui créait un fonds d'indemnisation. Cette loi avait vu le jour sous la pression de l'Association des polytransfusés, puis de l'Association de défense de transfusés et enfin de l'AFH, l'Association française des hémophiles. Elle reconnaissait et garantissait enfin les droits des victimes. Mais ces dernières devaient cependant, pour en bénéficier, faire la preuve qu'elles avaient reçu une transfusion et qu'elles étaient séropositives. Seules 4000 personnes allaient en bénéficier. Fin 1991, la France était le pays européen connaissant le plus de personnes contaminées par le virus du sida avec une transfusion sanguine et le pays où la proportion des hémophiles et des transfusés contaminés était l'une des plus élevées en Europe. Le nombre des dons infectés ayant contaminé des receveurs était 4 fois plus important qu'en Italie, 5 fois plus qu'en Espagne, 6 fois plus qu'en Allemagne et 10 à 12 fois plus important qu'en Grande-Bretagne.